Bonsoir, chers collègues. Nous sommes le docteur Losandate Giroula, chargé de vous présenter l'exposé sur le plexus brachial. Notre exposé s'articulera autour du plan ci-après. Après une introduction, nous allons parler de l'anatomie du plexus brachial, des applications cliniques et nous allons finir par une conclusion. En introduction, nous pouvons dire que les plexus sont des grandes masses de nerfs. Les plexus sont de l'organisme du corps humain sont au nombre de 4, à savoir le plexus cervical, le plexus brachial, le plexus lombaire et le plexus sacral. L'intérêt de cette étude réside dans la diversité des pathologies en rapport avec le plexus brachial. Le plexus brachial naît de 5 racines nerveuses, possède 11 branches collatérales et 7 branches terminales. Il assure l'innervation à la fois sensitive et motrice du membre supérieur. L'anatomie descriptive. Les plexus brachiaux sont bilatéraux. Les plexus brachiaux sont bilatéraux et disposés de part et d'autre de la ligne médiane. Voici les plexus que je suis en train de montrer ici, qui sont du côté gauche et du côté droit de ce corps humain qu'on voit de dos. Le plexus brachial a une forme en sablier, c'est-à-dire une forme de deux triangles unis par leur sommet. Un triangle supérieur qui est cervical, qui est susclaviculaire, qui est composé des racines et des troncs, et un triangle acillaire qui est infraclaviculaire, composé des faisceaux et des branches terminales. La constitution du plexus brachial. D'abord, il est situé à la base du cou et dans la partie postérieure de la région acillaire. Il est constitué des 4 dernières racines nerveuses, C5, C5, C6, C7, C8 et T1, et la première racine thoracique qui est T1. Les racines s'unissent pour donner les troncs. Les 5 racines vont s'unir pour donner des troncs qui sont au nombre de 3, qui vont s'unir à leur tour pour donner des faisceaux qui sont aussi au nombre de 3. L'origine, trajet, terminaison. Nous allons commencer d'abord par l'origine. L'origine du plexus brachial. Il naît au niveau de la colonne vertébrale cervicale, au niveau de l'émergence des racines spinales C5 à C8 et T1, entre les deux muscles scalènes antérieurs et moyens, ici qu'on voit ici. Voici l'émergence des racines spinales. Voici ici les deux muscles scalènes qu'on voit, antérieurs et moyens, et ils sont en région supraclaviculaire profonde. Voici la clavicule qui est ici en bas. Le trajet, il faut dire que son trajet peut être divisé en 2 parties. La portion supraclaviculaire et la portion infraclaviculaire. La portion supraclaviculaire, elle est oblique en bas et en dehors. Elle passe, comme je l'avais dit, entre les deux muscles scalènes antérieurs et moyens et traverse la région cervicale et est intimement liée au parquet vasculaire supraclaviculaire. Parce que voici ici. Le trajet, la seconde portion du trajet, c'est la portion infraclaviculaire. Le plexus brachial passe en arrière de la clavicule, ici, comme on le voit sur l'image, traverse la fente costoclaviculaire, accompagne l'as artériel que nous voyons ici, composé de l'artère de la veine, ici, traverse la région axillaire et passe entre le petit pectoral, le subscapulaire, et est en rapport avec l'artère axillaire qu'on voit ici sur cette image. La terminaison, elle se termine dans la fosse axillaire et donne 5 branches terminales qui sont censées assurer l'innervation sensitivo-motrice du membre supérieur. Les racines du plexus brachial, ce sont les branches ventrales des nerfs spinaux, C5, C6, C7, C8 et T1. Parfois C4 et parfois T2 entrent dans la participation du plexus brachial. Voici les racines. Ces racines se retrouvent en région supraclaviculaire et se prolongent entre les deux muscles scalènes. Les troncs du plexus brachial. Ils sont formés par l'union des branches ventrales des nerfs spinaux et de T1. Ils sont au nombre de 3, les troncs. Ici, nous voyons le tronc supérieur qui est ici, qui est formé par l'union des racines C5 et C6. Nous voyons le tronc moyen qui est formé par la racine C7 et nous voyons le tronc inférieur. Le tronc inférieur qui est formé par les racines C8 et T1. Donc, les faisceaux. Chaque tronc se divise en 2 branches, une branche antérieure et une branche postérieure, qui vont s'unir pour donner les faisceaux. Donc, ici, nous avons le faisceau latéral qui est formé par les branches antérieures du tronc supérieur ici et du tronc moyen. Donc, voici le faisceau latéral. On a le faisceau médial qui est formé par le tronc inférieur que voici
ici. Et on a le faisceau postérieur qui est formé par les branches postérieures des trois troncs supérieurs, moyens, inférieurs. Ici, voici les branches postérieures des trois troncs qui s'unissent pour donner le faisceau postérieur. Donc, les branches collatérales, on a le nerf dorsal de la scapula, ici, qui émerge de C5. On a le nerf thoracique long, ici. On a le nerf suprascapulaire. On a le nerf subclavier. On a le nerf subscapulaire supérieur, le nerf subscapulaire inférieur. On a le nerf thoraco-dorsal, le nerf pectoral médian. Les branches terminales, elles sont au nombre de 7. On a le nerf musculo-cutané et le nerf médian. La racine latérale du nerf médian qui provient du faisceau latéral, que voici ici. Voici le faisceau latéral qui donne le nerf musculo-cutané ici et la racine latérale du nerf médian. Donc, on a aussi le faisceau postérieur qui donne le nerf axillaire et le nerf radial. Que voici ici le faisceau postérieur qui va donner le nerf axillaire et le nerf radial. Et on a maintenant le faisceau médial qui lui donne la racine médiale du nerf médian ici, qui vient voir la racine, qui vient s'unir avec la racine latérale pour donner le nerf médian. On a le nerf ulnaire, le nerf cutané médial de l'avant-bras et le nerf cutané médial du bras. Les rapports anatomiques. Ces rapports en supraclaviculaire, les rapports se font avec les muscles calènes antérieurs et moyens, ici. Le parquet vasculaire de la subclavière, à savoir l'artère subclavière et la veine subclavière, qui est visible ici sur l'image, et les chaînes ganglionnaires supraclaviculaires. Les rapports infraclaviculaires. Le plexus est satellite de l'artère axillaire de ces branches que nous voyons ici, qui parcourt le plexus, qui est entouré plutôt du plexus, l'artère axillaire, et la veine axillaire de ces branches qui est visible aussi ici, qui est satellite de l'artère, les veines céphaliques du bras, la paroi musculaire de la région axillaire, à savoir le muscle pectoral, le grand pectoral, le petit pectoral, le muscle subclavier, le muscle coraco-brachial et les lymphatiques au niveau du creux axillaire. Les applications cliniques. Donc ici, nous verrons les territoires sensitifs et moteurs des nerfs du plexus brachial. Donc ici, nous voyons les territoires sensitifs et moteurs des branches terminales du plexus brachial. Donc on voit les muscles de la région de l'épaule qui sont innervés par le nerf axillaire. On voit le nerf musculo-cutané qui innerve la face antérieure du bras et de l'avant-bras, et la face antérieure du bras et la face antéro-latérale de l'avant-bras. En antérieur, en postérieur, qui innerve aussi, c'est ça ici, la face postérieure. On voit le nerf cutané, le nerf musculo-cutané qui innerve la partie latérale de la face antérieure de l'avant-bras et la partie latérale, la partie postéro-latérale aussi de l'avant-bras. On voit le nerf radial qui innerve la partie postérieure du bras et la partie postérieure de l'avant-bras, qui innerve aussi les trois premiers doigts qui innerve les trois premiers de la face postérieure des trois premiers doigts qui est visible ici. Et le nerf radial innerve la moitié des doigts 2 et 3. La moitié du doigt 2 et la moitié latérale du doigt 3. Voilà. Le nerf ulnaire aussi qui innerve la face palmaire des doigts 5 et la moitié médiale des doigts 4. Le nerf ulnaire innerve à son tour au niveau de la face postérieure, toujours le doigt 5 et la moitié du doigt 4. Donc, c'est la même image cette fois-ci qui montre les territoires sensitifs des branches terminales du plexus brachial.
Donc ici, voici un tableau récapitulatif qui montre les racines, les réflexes dont ils sont responsables, les déficits en cas d'atteinte et les territoires sensitifs. Donc, au niveau de ces cinq, nous avons le réflexe bicipital. Le déficit sera au niveau de l'impulsion du bras, des rotateurs des épaules. Le territoire sensitif sera au niveau du moignon de l'épaule et de la face externe du bras. Au niveau de C6, nous aurons le réflexe stylo-radial. Les déficits concerneront la flexion du coude, la supination, la flexion du pouce. Et les territoires sensitifs sont la face externe du membre supérieur jusqu'au pouce. Le C7, ce sont le réflexe précis. Les déficits prédomineront. Vous me suivez? Vous me suivez? On avait du mal à t'entendre. On t'entend bien. Oui, c'était la connexion qui avait. Ta connexion a déconné un peu. Oui. OK, c'est bon maintenant. Continue, c'est bon maintenant, c'est bon, c'est bon. OK. La C7 au niveau de la face postérieure du membre supérieur jusqu'au deuxième et troisième doigt. C8 et D1, là, ce sont les réflexes, c'est le réflexe cubito-pronateur. Le déficit prédominera au niveau de la flexion et de l'écartement des doigts. Le territoire sensitif concernera la face interne du membre supérieur jusqu'au quatrième et cinquième doigt. Donc, cliniquement, nous aurons des névralgies cervico-brachiales, des syndromes radiculaires, des syndromes tronculaires et des anesthésies, hypoesthésie ou déficit moteur sensitif en rapport avec l'atteinte d'un nerf. À la clinique, nous pouvons avoir certaines déformations caractéristiques comme la main en col de cygne, la main tombante en cas d'atteinte du nerf radial, la main de singe en cas d'atteinte du nerf médian, la grippe cubitale en cas d'atteinte du nerf cubital. Les applications cliniques. Les applications cliniques à ce niveau, nous pouvons parler des blocs acillaires qui sont utilisés, qui est utilisé en anesthésie, la chirurgie du canal carpien pour libérer les nerfs qui sont coincés, et nous avons aussi la kinésithérapie. Les pathologies du plexus brachial. Les pathologies prédominantes sont les pathologies traumatiques, à savoir les paralysies obstétricales du nouveau-né qui surviennent pendant l'accouchement, les paralysies complètes ou partielles qui sont post-traumatiques ou après des lésions. On peut avoir des arrachements de racines ou des avulsions de racines. On peut avoir aussi des pathologies tumorales, à savoir les lymphomes, les néphromes et des pathologies infectieuses. L'exploration du plexus brachial se fait par la radiographie du membre thoracique, à savoir pour voir l'état de la clavicule, pour voir s'il n'y a pas une fracture qui pourrait entraîner une lésion ou un arrachement au niveau du plexus brachial, le myéloscanner, l'électromyogramme et l'IRM. L'IRM qui est l'examen de prédilection pour pouvoir explorer le plexus brachial. En conclusion, nous pouvons dire que la sémiologie du plexus brachial est très riche et très polymorphe, d'où la nécessité de bien connaître sa constitution, son anatomie pour pouvoir faire face aux défis que constituent les pathologies qui en résultent. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Les questions et apports pour parfaire notre travail sont les bienvenus. Merci beaucoup. OK, c'est bien. Merci d'avoir resté dans le temps. On a fait 14 minutes. 14 minutes, quelques secondes, c'est bien. Donc, on entend d'abord la réaction des uns des autres. Il y a des questions, des suggestions par rapport à ce qui nous a servi. Oui. Allez-y. Je remercie le docteur Lawson pour la présentation. C'était bien les diapositives, même si sur certains diapos, on voyait quelques surcharges, mais c'était dans l'ensemble bien aéré, bien construit. Et comme il aime reprocher souvent, je pense qu'il a oublié aussi de mettre et de numéroter les diapos. On n'a pas eu droit au document qu'il a utilisé pour sa présentation. Mais bon, ça, c'est pour la forme. Dans le fond, je pense qu'il est aussi important dans cette présentation d'aller un peu plus dans les détails, surtout en ce qui concerne les pathologies, notamment parler dans les applications cliniques. Il a parlé de la chirurgie
du canal carpien, il serait aussi bien de parler du syndrome du canal carpien, de donner une brève description du syndrome, même s'il ne faut pas tout étaler, attirer l'attention sur les traumatismes, surtout de l'épaule, où nous pouvons avoir une atteinte du nerf et axillaire avec la chute du moins de l'épaule, tout ça. Donc, je pense que cet aspect-là manquait dans la présentation. Sinon, en général, c'était bien. Merci. OK, merci bien. Merci. Surtout le syndrome du canal carpien que vous avez soulevé, c'est très important. Oui. Aujourd'hui, même en neurochirurgie, il arrive qu'on prenne en charge ces patients-là. Ils viennent avec le syndrome du canal carpien. Il faut les opérer, il faut maîtriser l'anatomie du canal carpien pour pouvoir intervenir à ce niveau. C'était l'occasion d'en parler. C'est bon. Donc, autre chose? Oui. En dehors de ça, et surtout au niveau du rachis, les affections, surtout je dis traumatiques et arthrosiques, les arthroses au niveau du rachis cervical sont aussi source de beaucoup d'inconfort au niveau des patients et les amènent souvent en consultation. Donc, je pense qu'il fallait aussi insister sur ça dans le cadre où vous avez parlé de la névralgie cervico-brachiale. Merci. OK, merci de tout dessous. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est les apports que vous avez ajoutés, donc je pense que ce sont les apports. Il n'y a pas de questions posées correctement. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter pour améliorer le travail? Merci pour la présentation. C'est vraiment un apport aussi comme mon prédécesseur l'a montré. Je voulais, enfin, vous allez me dire hein, si on peut mettre dedans le syndrome de Pankos-Tobias. Vu que dans le syndrome de Pankos-Tobias, il y a une notion de douleur cervico-brachiale qui, je pense, est due à la compression du nerf par la masse pulmonaire. Est-ce que ce ne serait pas bien aussi d'en parler à ce niveau, dans les applications? Ouais, je pense que oui. Donc, Bien sûr, on peut en parler, puisque c'est une tumeur qui apparaît au niveau de la peste pulmonaire qui contribue à la compression du vis. Oui, on peut en parler, oui. Pourquoi pas. Non, merci pour la présentation. C'était très synthétique et très, très digeste selon moi. Merci pour la présentation. Merci. Bon, s'il y a autre commentaire, autre suggestion, autre rapport. Bon, je pense que tout a été dit. Hein. Merci en tout cas pour cette belle présentation de Dr. Laté, riche en images. C'est bien. C'est vrai que légèrement surchargé par moment, mais je pense que ça va s'améliorer dans les prochaines présentations. Je pense que tout a été... J'ai aimé l'apport de Marc hein, par rapport au syndrome de Pancoast. C'est très... Tout ça, ça nous permet un peu déjà de voir, déjà en fait en fonction de la clinique, en fonction de l'âge du patient, déjà de s'orienter un peu vers le diagnostic probable, quoi. Et puis, c'est bien d'avoir appelé le syndrome de canal carpien. Ça aurait été bien de préciser, peut-être donner juste les deux tests principaux, le test de Fallen et de Tinel, là, et tout, juste pour rappeler, voilà. Et comment rechercher brièvement, en fait, des réflexes bicipitales. C'est bien la systématisation que tu as faite, voilà. Mais peut-être juste bien de rappeler juste ces petits, comment les rechercher, ces réflexes et tout, et voilà. Sinon, en gros, pour moi, ça va. Et c'est bien aussi que Dosso ait rappelé la myélopathie cervico-arthrosique aussi, voilà. Donc, je pense que du point de vue neurochirurgien, bon, c'est surtout ce qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, voilà, pour ma part, je pense que l'essentiel a été dit et bravo à toi pour ta présentation. Merci beaucoup, docteur. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Merci beaucoup pour les différents apports. Je vais en tenir compte pour parfaire la qualité de notre travail. Ce que moi je voulais dire, c'est par rapport aux projets, aux différents projets.
Concernant mon projet, bon, c'est à la dernière... Non, par rapport à la présentation, en fait, on a fini d'abord et puis on ferme ça. C'est bon, il n'y a plus d'autres rapports, d'autres suggestions. Ah non. Bon, s'il n'y a plus rien par rapport à la présentation, donc on va remercier tout à l'heure pour sa présentation. S'il n'y a plus rien par rapport à la présentation, c'est mieux que tu coupes l'enregistrement. Voilà, donc on remercie tout à l'heure pour la présentation et je pense que... Mais je n'ai pas eu les apports de Dr. Hugues alors. Je disais que moi, je voulais te parler du canal carpien dans la personne clinique. C'est très important parce que des fois, souvent, il arrive que c'est le neurochirurgien qui prend ça en charge. Moi, il y a vu mon patron opérer ça ici 5 fois déjà. Tu vois, et comme il aime bien le dire, nous sommes dans les milieux reculés, il ne faut pas attendre un traumatologue ou bien quoi. Donc, tu as un canal carpien, il faut pouvoir savoir tout ce qu'il y a au niveau anatomique. Pour maîtriser le canal carpien, savoir comment l'opérer, c'est très important. Donc, il fallait en parler dans les applications cliniques. Ouais. Moi, j'en ai opéré et tout, et ça sera un plaisir après de vous rappeler quand on sera sur les techniques chirurgicales et tout, je peux vous montrer la technique chirurgicale. J'en fais aussi. C'est vrai que ça ne coupe pas les rues en neurochir, c'est beaucoup plus les traumatos, c'est la chirurgie de la main, mais on en fait à Seigne, à spécialité. Mais c'est rare. Au niveau militaire, il y en a plein. Bon. Ouais, il y a des éléments qui font des gestes stéréotypés. J'ai déjà vu deux canaux carpiens. C'était chez des femmes âgées de la soixantaine, 70 ans. Oui, très souvent, c'est l'apanage de la femme. Ouais. C'est l'apanage de la femme. C'était bilatéral, mais plus accentué d'un côté que de l'autre, avec les signes. Il fallait amener même les images, par rapport à ça, pour améliorer ta présentation. Okay. Rendre ça plus chose. D'accord. Voilà. Ouais. Je vais te poser une question, Laté. Si tu reçois une patiente qui a le syndrome de canal carpien bien compressif, confirmé à l'EMG cliniquement et tout, et c'est bilatéral, tu opères les deux en même temps, mais tu opères un d'abord? J'opère un d'abord. D'accord. Pourquoi? J'opère un d'abord en lui laissant le temps de récupérer, de voir comment ça évolue. Comme c'est une personne adulte, on ne peut pas l'amputer, l'empêcher d'utiliser ses deux mains du coup. D'accord. Ok, c'est bon. En général, c'est mieux de toujours faire un d'abord et après. Ta réponse est juste, mais tu n'as pas bien expliqué. Ouais, justement. En fait, le truc, l'idée, c'est de ne pas, parce que quand tu opères, tu bloques la main de la personne pendant les 48 ou 72 heures à venir jusqu'à ce qu'il y ait cicatrisation. Donc, c'est mieux d'attendre dès que le malade cicatrise. Tu peux passer de l'autre côté et sinon, tu seras obligé de bloquer les deux mains et c'est invivable, tu vois. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il faut d'abord le plus atteint et après, tu enchaînes sur le deuxième. Mais en attendant que le premier cicatrise d'abord. Des fois, le premier cicatrise, on n'a même pas besoin d'opérer le second. Ah, pourquoi, docteur? Quand le premier cicatrise, on a besoin de... Si le deuxième est sévère, il faut que tu le décomprimes après. Mais c'est vrai que ça dépend de... C'est pour ça que je dis que c'est surtout la plus sévère souvent qu'on opère en premier. La plus sévère qu'on opère en premier, on attend de voir. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, je pense que tout a été bien. Bon, tu peux couper l'enregistrement et on va passer rapidement au auditeur. À moins que, apparemment, François n'a rien à dire, l'anatomiste. Oui, docteur François est là, docteur Adjou est là.